En tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que blogueuse, ce sentiment de ne jamais être vraiment à la hauteur, de peut-être pas mériter ce qui nous arrive, de ne pas mériter peut-être plus, de ne pas pouvoir prétendre à plus, d'être pas aussi bien que les autres, c'est un sentiment qui ronge, qui s'invite un peu dans tous les domaines de la vie. Ce phénomène qu'on appelle le complexe de l'imposteur ou le syndrome de l'imposteur, c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo et je vais expliquer comment je l'ai éradiqué. Mais avant d'aller plus loin, je vais rétablir la vérité, il est toujours là. Pour faire cette vidéo, j'ai recherché l'origine de ce concept du syndrome de l'imposteur et j'ai découvert qu'il a été inventé à la fin des années 70 par deux psychologues, des femmes, qui ont fait une étude auprès de 150 femmes qui ont toutes été reconnues comme très performantes par leur père, que ce soit dans le milieu scolaire que dans le milieu professionnel. Et malgré tout, elles avaient tendance à vouloir prouver toujours plus qu'elles méritaient, en fait, qu'elles méritaient ces louanges. Et donc, de là, les psychologues ont fouillé un petit peu le sujet et ont découvert 4 caractéristiques aux personnes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur. Donc ça commence par le besoin presque compulsif de prouver, donc de travailler, de montrer qu'on vaut, on vaut en fait, qu'on mérite l'approbation des autres. Donc on s'acharne, mais lorsque les autres nous disent que bravo, on nous félicite, on n'y croit pas, et donc on continue, on est dans ce cercle vicieux. Donc c'est un côté un peu perfectionniste. Le deuxième comportement, c'est celui de se cacher un petit peu, de porter un masque parce qu'on pense que notre vrai nous n'est pas digne, ne mérite pas, n'est pas digne d'être apprécié par les autres. Donc du coup, on va porter un masque pour un petit peu se conformer aux attentes des autres qui sont en face. Le troisième comportement qui a été remarqué par les psychologues, c'est d'avoir un côté charmeur pour un petit peu plus plaire par ses charmes que par son intellect, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas lutter quelque part à ce niveau-là, donc on essaye un petit peu de charmer, de séduire plus que de convaincre. Et le dernier comportement qui a été souligné, c'est le manque de confiance en soi qui fait qu'on va éviter d'aller sur des sujets où on pourrait faire entendre sa voix et défendre ses idées, et défendre ses pensées, défendre ses positions, parce que on se sous-estime, on ne s'estime pas être à la hauteur, donc du coup, on se tait, on fait un peu profil bas. Et en plus, on n'accepte pas, c'est l'autre penchant, on n'accepte pas les compliments, on n'accepte pas quand l'autre nous le dit, parce qu'on ne le croit pas tout simplement. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est parti d'une étude sur les femmes, ensuite avec les années, donc ça c'était fin des années 70, et donc ensuite les études ont été faites pour tous les genres, tous les milieux socio-économiques, dans toutes les religions, dans tous les cercles en fait, humains, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui concernait tout le monde. D'ailleurs j'ai trouvé aussi un chiffre qui souligne que 7 adultes sur 10 souffrent à un moment ou à un autre de syndrome de l'imposteur dans leur vie, donc c'est vraiment que c'est quelque chose d'ultra courant, mais malheureusement c'est vrai que c'est beaucoup plus présent et beaucoup plus récurrent chez les femmes. Quand on y réfléchit, c'est pas vraiment étonnant, étant donné traditionnellement la façon dont les femmes ont été élevées dans nos sociétés occidentales patriarcales, la culture qui a un petit peu de rabaisser un peu les femmes, de faire comprendre qu'elles ne sont pas nécessairement capables d'eux, et donc ça se voit aussi bien pour les études, tout ce qui va être études scientifiques, ce genre de scientifiques, informatique, ingénieurs, ce genre de filières ne vont pas nécessairement être prisées par les femmes, parce qu'elles vont se sentir moins capables. Donc il va y avoir ce côté où on s'auto-freine, en fait, où on s'empêche de. Ça concerne davantage les femmes, et ça concerne aussi davantage tout ce qui est minorité, donc minorité sociale, minorité ethnique, minorité économique. Ça concerne vraiment toutes les personnes qui se retrouvent comme faisant partie d'une minorité au sein d'un groupe, et donc du coup, par rapport aux standards de ce groupe, va se sentir moindre, va se sentir pas aussi bien, va se sentir moins méritant, pas à la hauteur. Et donc du coup c'est assez... Donc c'est la double peine, voire triple peine. Si on cumule femme, plus faisant partie d'une minorité ethnique, plus faisant partie d'une minorité sociale, plus faisant partie d'une minorité économique, bon courage. Donc je pense que du coup j'étais une bonne cible pour qu'il puisse se manifester dans ma vie. J'ai eu de la chance d'avoir été élevée par des femmes, surtout par des femmes qui m'ont aidé à construire mon amour propre et qui m'ont aidé à construire mon sens de
mon amour-propre et mon estime de moi, ma confiance en moi. Donc au moins, je suis partie avec ces armes-là dans la vie. Parce que forcément, quand on commence, un des points qui est souligné par les études, c'est que quand on commence dans la vie avec des parents qui ne nous supportent pas, soutiennent pas, quand on commence dans la vie avec des parents qui ne nous soutiennent pas, on a beaucoup de mal à construire une identité qui soit suffisamment forte pour résister aux attaques du complexe de l'imposteur. J'ai eu la chance d'avoir cette base dans la vie qui m'a portée, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, en étant confrontée à la société, ça a commencé, je me rappelle plus vraiment en tant qu'enfant comment est-ce que je l'ai ressenti. Je sais que la première fois où je me suis sentie moins bien qu'eux, c'est la première fois où j'ai été confrontée au racisme, et là j'étais en CE1 je crois, où on m'a dit que j'étais sale, et donc du coup bon voilà. Mais c'est vrai que la période où ça a vraiment commencé, ça s'est vraiment immiscé dans la vie, c'est la période de l'adolescence où là, tellement de beauté, dans la fin des années 90, c'était les supermodèles, les Cindy Crawford, Claudia Schiffer, ce genre de choses. Donc clairement je correspondais pas à ces canons de beauté. En plus, en entrant dans l'adolescence, j'ai commencé à développer des formes, enfin voilà. Et donc je me rappelle que j'ai vécu une grande partie de mon adolescence très mal à l'aise avec mon corps, dans une lutte perpétuelle contre mon corps parce que je pensais que j'étais pas à la hauteur en fait, j'étais pas assez bien, j'étais pas à la hauteur, et ça a commencé comme ça, et après ça s'est un peu développé dans d'autres aspects de la vie, en entrant dans la vie active, dans le milieu professionnel, en voyant les progressions fulgurantes des gens dans le milieu professionnel, les gens dans l'entrepreneuriat. Constamment, il y a cette petite voix qui te dit oh là là, mais regarde où toi tu en es à ton âge, regarde où toi tu en es dans ton parcours, regarde tout ce qui te manque, tout ce que t'as pas fait. Donc déjà, il y a ça qui se développe. Ensuite, dans le couple, dans les relations de couple, j'ai vu récemment le spectacle de Farid, qui est sur Prime, son dernier spectacle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais à un moment il parle du couple. J'ai bien aimé la formule où il dit tu te rends compte que c'est comme s'il y avait deux équipes, toi contre le reste du monde. Et dans le reste du monde, il y a Beyoncé. Donc j'ai bien aimé ce passage parce que ça montre bien que on se met, à cause de ce syndrome de l'imposteur, on se met en compétition, déjà avec des personnes qui n'ont jamais demandé à être en compétition, et on se met en compétition avec tout le monde. Forcément, on va perdre. On est en minorité quand même. donc du coup, cet état d'esprit de comparaison et de compétition, c'est ça que je veux dire, cet état d'esprit de comparaison et de compétition mène à la ruine. Et oui, et après, alors, sans parler de une fois que la maternité et la parentalité arrivent, où on se compare avec le monde entier encore une fois, on se compare avec les anciennes générations, on entend plus des conseils, des solliciter ou non en tant que maman. Je me demande parfois, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je joue assez avec elle? Est-ce que je lui propose des activités qui lui permettent un bon développement? Est-ce que j'utilise un langage assez riche pour qu'elle puisse développer correctement son vocabulaire? Est-ce qu'elle est assez stimulée? Est-ce qu'elle n'est pas trop stimulée? Est-ce qu'il faut qu'elle soit habillée de telle façon? Est-ce qu'il ne faut pas trop l'habiller avec du rose? Est-ce qu'il faut suivre ses envies? Enfin bon, c'est constamment c'est des doutes, c'est des questionnements, c'est des remises en question. Et en fait, ça mine lorsque on fait ça trop, ça mine. C'est horrible de douter tout le temps de soi, de douter de tout ce qu'on fait, de douter de tout ce qu'on dit, de douter de tout ce qu'on est. C'est horrible de se faire ça à soi-même en fait. Comment est-ce que je fais et comment est-ce que j'ai fait au fil des années pour faire face à ce syndrome de l'imposteur, et comment est-ce que je vis, et comment est-ce que je peux avoir quand même toutes ces casquettes, et comment est-ce que je peux oser malgré le syndrome de l'imposteur. Alors il y a eu une évolution un petit peu dans mon rapport à mon syndrome de l'imposteur. Pendant très longtemps c'était un peu la guerre, où je me disais que c'était très négatif, cette histoire de syndrome de l'imposteur, c'est très négatif, ça me fait me sentir mal, j'aime pas du tout ce syndrome de l'imposteur. Et je sais que j'avais été inspirée par une copine, Stéphanie Situnoli, j'avais été inspirée par une copine qui a nommé ce syndrome de l'imposteur, et pour pouvoir s'adresser à lui en fait. Et donc du coup j'avais fait la même chose, et je lui avais donné un nom pour pouvoir en gros le remettre à sa place, toujours dans ce rapport un petit peu négatif quoi. C'est un peu une bataille que je livre. Et en évoluant, en grandissant, il y a des passages dans ma vie où j'ai été plus ou moins en bataille contre ce syndrome de l'imposteur, ou plus ou moins dans l'acceptation de cette part de moi, cette part qui doute. Ce que j'ai remarqué qui bat tout, la meilleure solution qui bat tout à plat de couture, c'est l'action. Le fait d'agir, le fait d'être dans l'action et de ne pas être dans mes pensées, perdu dans ma tête,
c'est quelque chose qui m'aide énormément, qui m'a toujours aidé, qui m'aide énormément. J'ai remarqué que ce doute, ce syndrome s'installe lorsque je laisse trop de place à mes pensées. Quand je commence à trop réfléchir ou à analyser chaque détail, c'est là qu'il intervient, c'est là qu'il arrive, c'est là que le doute s'installe et ça peut très vite me faire perdre pied et me paralyser en fait, ne rien faire du tout. Donc l'idée, c'est de ne pas réfléchir trop, de réfléchir suffisamment pour faire un plan, suffisamment pour s'organiser, mais pas rester dans cette phase de réflexion pendant 10 ans en fait. D'agir, j'ai une idée, j'agis. Il y a quelques années, j'avais posté une vidéo justement sur mes astuces pour atteindre mes objectifs, et c'était la première astuce que j'avais donnée, c'était de ne pas réfléchir, ne pas peser le pour et le contre pendant 10 ans, mais lorsque je sais que je dois faire quelque chose, 1, 2, 3, je le fais. Et comme ça je bug pas en fait, je fais quand je suis dans l'action, mes pensées n'ont pas trop le temps de prendre le dessus et de m'étouffer. J'ai un système d'organisation assez précis avec des rituels, des routines qui sont mises en place et qui m'aident justement à rester dans cette dynamique, de profiter en fait de ce mouvement pour toujours avancer et ne pas me stopper et tout d'un coup être dans le oh là là mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais bien, est-ce que je devrais faire comme ça, est-ce que je devrais pas plutôt faire comme ça, ah mais non c'est nul, enfin voilà, pour pouvoir me sortir de cette paralysie. J'ai mon rituel qui, on enchaîne, allez on enchaîne, on avance. L'autre chose que je trouve aussi très importante, c'est d'avoir d'autres voix dans ma tête qui vont être plus fortes que cette petite voix du syndrome de l'imposteur et qui vont en gros noyer le poisson quoi. Je sais pas si ça vous parle aussi. C'est la technique qui est utilisée pour pouvoir faire disparaître un nom sur Google, parce que quelque chose qui a été publié sur internet, en gros il disparaît pas vraiment, surtout quand il est dupliqué par des sites à droite à gauche, c'est assez difficile de tout faire disparaître en fait, de faire disparaître tous les résultats. Donc lorsqu'il y a des gens qui ont été au cœur d'un scandale, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à des entreprises qui vont faire disparaître le scandale, tous les articles liés au scandale, en les noyant avec d'autres articles qui vont être plus positifs. Donc à force, tous ces articles positifs, il va y en avoir tellement, qui vont monter sur la première page, sur le ranking Google, vont monter sur la première page, et les autres résultats liés au scandale vont être relégués aux pages suivantes. Et en fait, c'est exactement comme ça que je fais pour pouvoir rester dans cette spirale positive. C'est que je m'inonde moi-même de pensées positives à mon sujet. J'essaye en tout cas de me parler avec le plus de bienveillance possible, de ne pas me dire des choses comme « ah là là, je suis trop nulle », mais d'être dans la nuance, plutôt dans « c'est pas cool ce que j'ai fait » ou « j'ai pas aimé cette chose que j'ai fait, comment est-ce que je peux mieux faire ?» Être dans la nuance plutôt, et me parler plutôt de façon positive, me parler comme si j'étais ma propre enfant. Aussi, j'ai la chance d'avoir un bon cercle, un cercle très positif autour de moi, donc que ce soit dans ma famille ou que ce soit mes amis, les personnes avec lesquelles j'interagis, les échanges que j'ai, les relations que je vais avoir vont être très positives et vont m'aider à être dans cette vibes de positivité en fait. Pareil, mon environnement, enfin vraiment tout le cercle, environnement et entourage est étudié pour que je puisse baigner dans la positivité, dans la bienveillance, dans le support, c'est le soutien, c'est important pour moi, c'est important pour mon bien-être. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi pour les enfants, pour leur permettre à eux de se développer le mieux possible. Et la dernière tactique, justement dans cet esprit, ça consiste à faire la liste de toutes mes victoires. Tous les jours, tous les soirs, dans mon organiseur. Tous les soirs, dans mon petit organiseur. Alors je prends une page qui n'est pas écrite pour vous montrer. Hop. J'ai une partie où je parle de mes victoires et bonheurs d'aujourd'hui. Au-delà de ma liste des choses pour lesquelles je suis reconnaissante, donc ma liste de gratitude que je fais régulièrement le matin, j'ai ma liste des victoires, petites et grandes, que là je fais quasiment tous les soirs. Donc ça me permet de terminer ma journée. Je fais la liste de mes victoires et de mes bonheurs de la journée. Pour ce qui m'a rendu fière, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai bien aimé dans ma journée, je fais ma petite liste des victoires et des bonheurs. Et donc en fait, en accumulant comme ça toutes mes petites victoires, en ajoutant au fur et à mesure dans ma jauge des victoires, des petites actions tous les jours, j'augmente ma vision positive de moi-même en fait.
mais regarde tout ce que tu fais, regarde tout ce que tu as accompli tous les jours, un petit, un moyen, un gros truc, franchement, tu déchires. Et donc du coup, ça c'est quelque chose que je recommande vraiment beaucoup. D'ailleurs, lorsque je parle avec des entrepreneuses qui se lancent dans le business, un des conseils que je donne toujours, c'est ça. Tu fais la liste de tes wins dans ta carrière professionnelle. Que ce soit des petits, des moyens, des grands, tu fais ta liste de tes wins. Et comme ça, après, tu as toujours un stock de trucs lorsque tu dis « Ah ouais, mais non, par rapport à un tel, je suis pas aussi bien, je suis pas aussi développée, je suis pas aussi bien placée, machin. » Tu te réfères à ta liste et tu vois que, ah ouais, si, quand même, t'as quand même des choses sur lesquelles tu peux baser. C'est un petit peu des petits escaliers qui t'aident à monter dans l'estime de toi-même, en fait, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment les 3 points qui m'aident à avoir un rapport assez sain avec mon syndrome de l'imposteur, qui au final fait toujours partie de ma vie, mais que j'ai un peu apprivoisé, parce que ce syndrome de l'imposteur, quelque part, c'est un peu une petite fille qui est en moi et qui a peur. Qui a peur d'être mal jugée, qui a peur du monde, qui a peur des autres, qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin que je lui fasse comprendre que si elle est à la hauteur, que si elle est méritante, que si elle peut aller loin, qu'elle doit juste oser et qu'elle doit juste avancer et continuer d'avancer. Donc c'est comme ça que j'arrive à vivre avec ce syndrome de l'imposteur. Parfois, il se fait un peu ressentir un peu plus. Et j'ai remarqué que c'est systématiquement des moments où je suis pas dans l'action, c'est systématiquement des moments où je suis dans mes pensées, des moments où il s'est passé des choses importantes, ça peut être soit des changements de carrière, soit des changements hormonaux importants, postpartum, ça peut être une amitié qui s'arrête, enfin à chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement, une pandémie, chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui fait qu'après on plonge dans ses pensées, il y a des chances pour qu'il puisse se remanifester, mais direct, il faut repartir dans l'action, hop, on fait un plan, on part dans l'action et on se baigne, on s'immerge dans du positif, dans de la positivité, dans un cercle positif, dans des pensées positives, on accumule ses bonheurs, on accumule ses victoires et voilà, c'est comme ça je pense qu'on réussit à vivre avec un syndrome de l'imposteur qui ne nous contrôle pas, qui ne nous empêche pas d'avancer et qu'au fur et à mesure on peut cocher tous nos objectifs et réaliser nos rêves. Voilà, j'espère que mon parcours et puis mes conseils, ces astuces pourront être utiles. N'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que toi tu fais, quel est ton rapport avec le syndrome de l'imposteur, est-ce que tu le ressens, est-ce que pas du tout, est-ce que tu as réussi à apprivoiser le tien, est-ce que tu as des astuces particulières que tu utilises, que tu pourrais partager, qui pourraient aider d'autres femmes. Et je te dis à très bientôt, je te reparlerai de l'organisation, j'ai cette vidéo sur l'organisation qui doit arriver très vite. Prends bien soin de toi, à bientôt.